Derrière les façades tranquilles et les silences de banlieue, certaines histoires échappent à l'imagination. Nous allons nous plonger dans plusieurs affaires criminelles françaises où le quotidien bascule dans l'horreur, meurtres familiaux, héritages sanglants, disparitions inexplicables. Chaque histoire est véridique, chaque détail glaçant. Et pour commencer, retour sur l'une des affaires les plus troublantes de ces dernières années. En apparence, c'était une famille comme tant d'autres. Une maison tranquille en banlieue nantaise, un père cadre, une mère discrète, 2 enfants brillants. Mais dans la nuit du 16 février 2017, tous les 4 ont disparu. Pas un bruit, pas un appel, pas de corps, seulement du sang, partout. Ce que la police découvrira ensuite semble sorti d'un roman noir, mais tout est vrai. Voici l'histoire glaçante du massacre de la famille Troadec. La famille est composée de Pascal Troadec, 49 ans, cadre chez Airbus Brigitte Troadec, 49 ans, enseignante Charlotte, 18 ans, étudiante Sébastien, 21 ans, en école d'informatique. Le 23 février, la police est alertée par la sœur de Brigitte. Aucune nouvelle de la famille depuis une semaine. Les voisins n'ont rien vu ni entendu. La maison est fermée à clé. Les policiers entrent. Au rez-de-chaussée, rien de suspect, mais à l'étage des taches de sang, du sol au plafond. Sang de Pascal, Brigitte, Charlotte et Sébastien. Les téléphones et ordinateurs ont disparu. 2 voitures manquent à l'appel. Tout porte à croire à une mise en scène. Les gendarmes se penchent sur le profil de Sébastien. Il publie des écrits morbides sur un blog, mentionne des troubles psychologiques. Est-il le meurtrier ou une victime? Puis, un élément clé des objets personnels de la famille sont retrouvés à 300 km de là, à Dirinon, dans le Finistère. Vêtements, papiers d'identité, carnets de santé, trop visibles pour être une cachette. Un véhicule de la famille est retrouvé. À l'intérieur, un verre avec de l'ADN qui ne correspond à aucun des 4. L'ADN correspond à Hubert Kawissin, beau-frère de Pascal Troadec. Il est rapidement arrêté ainsi que sa compagne Lydie Troadec, la sœur de Pascal. Hubert passe aux aveux. Il raconte avoir soupçonné Pascal de lui avoir volé un trésor hérité. Des pièces d'or que son beau-père aurait cachées. Obsessionnel, paranoïaque, il se rend à Orvault. Dans la nuit, il entre, armé d'un pied de biche. Il tue Pascal, puis Brigitte, Charlotte et enfin Sébastien. Il transporte les corps en Bretagne. L'obsession d'Hubert est un trésor familial que Pascal aurait dissimulé. Il épie la famille depuis des mois. Il installe un système de surveillance, fouille leurs comptes bancaires. Lydie, sa compagne, entretient un ressentiment ancien envers son frère, qu'elle juge élitiste et condescendant. Le couple vit reclus avec leur fils sur une ancienne ferme isolée. Hubert transporte les corps dans sa voiture jusqu'à Pont-de-Buis. Il démembre les cadavres dans une annexe de la ferme. Les morceaux sont incinérés lentement dans un poêle artisanal. Il efface les traces, nettoie la maison, jette les téléphones. Lydie l'aide à laver les vêtements ensanglantés, mais nie avoir participé au meurtre. Hubert est jugé en juin 2021. Il avoue les meurtres, parle de paranoïa, de trahison familiale. Les experts psychiatres le jugent responsable. Il est condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Lydie reçoit une peine de 3 ans, dont 2 avec sursis. La maison de la famille Troadec est mise en vente. Les proches sont sidérés, eut qu'un signe précurseur, aucune alerte. Un drame ancré dans le silence. Le drame Troadec dépasse le simple fait divers. Il interroge les déchirures familiales, les obsessions, le silence et la folie. Aujourd'hui encore, certains restes humains n'ont jamais été retrouvés. Ce mystère subsiste autour du trésor. Ce n'est plus qu'un lieu. Mais pour ceux qui restent, c'est une absence et une question lancinante. Comment une simple histoire d'héritage a pu engendrer un tel bain de sang? Continuons avec une autre famille. En avril 2003, sur les hauteurs du Grand Bornand, en Haute-Savoie, un chalet luxueux reste silencieux. Trop silencieux. Aucune activité. Pas d'enfants qui jouent. Pas de lumière la nuit.
5 personnes, une famille entière, se sont volatilisées, des jours passent, et puis un témoignage, une piste. Ce qui semblait être une banale disparition se transforme en véritable bain de sang. Voici l'histoire méconnue, mais terriblement glaçante du meurtre de la famille Flactif. Le 16 avril 2003, la gendarmerie est alertée. Les Flactif sont introuvables. Xavier, promoteur immobilier réputé, sa compagne Graziella et leurs 3 enfants ne donnent plus signe de vie. Le chalet est intact. Aucun signe d'effraction. La voiture principale est sur place, mais pas le monospace. Rien ne manque, sauf les téléphones et quelques papiers. Les voisins affirment ne rien avoir entendu, mais un détail intrigue. Un véhicule a été vu quittant les lieux tard dans la nuit. Xavier est connu au Grand Bornand. Charismatique, ambitieux, mais aussi énigmatique. Il a fait fortune dans l'immobilier touristique. Il achète, revend, rénove. Il se fait des ennemis. Jalousie, rancœur, tension. Certains l'accusent de pratiques louches ou d'opportunisme abusif. Sa richesse détonne dans ce coin discret des Alpes. Les gendarmes explorent la piste d'une vengeance ou d'un règlement de compte. Les semaines passent, aucun signe de vie. Pas de demande de rançon. La piste de la fugue est abandonnée. On fouille le chalet, les bois alentours, les comptes bancaires. Puis un voisin attire l'attention. David Otiat, 30 ans, vit en HLM avec sa compagne et ses enfants. Il était obsédé par Xavier, qu'il détestait. Perquisition chez Otiat. Du sang, des traces de brûlure, des restes d'ADN appartenant aux enfants Flactif. Face aux preuves, David Otiat craque. Il avoue avoir tué toute la famille le 11 avril. Avec un complice, il entre dans le chalet armé d'un marteau. Il frappe Xavier, puis Graziella, puis les enfants, un à un. Il charge les corps dans le monospace volé. Il les transporte dans une forêt, les asperge d'essence, les brûle. Son mobile, la haine, la jalousie. Otiat dit avoir été humilié, écrasé socialement et voulait effacer Xavier de sa vie. David Otiat a un passé instable, père jeune, parcours professionnel chaotique, antécédent de violence. Il idolâtre les criminels, lit des livres sur les tueurs en série. Il entraîne sa compagne, sa belle-sœur et un ami dans la préparation du meurtre. Tous seront condamnés. Les experts le jugent lucide, pleinement responsable de ses actes. En 2006, David Otiat est condamné à la perpétuité incompressible, une rareté en France. Ses complices écopent de peine allant jusqu'à 18 ans. La mémoire des Flactif est honorée dans leur ville natale. Le chalet a été détruit. Aujourd'hui, le Grand Bornand porte encore les stigmates de cette affaire. Une jalousie banalisée a conduit à un carnage familial. Quand la haine devient plus forte que l'humanité, il ne reste plus que le vide et un souvenir de cendres dans une forêt silencieuse. On continue avec une nouvelle famille. Nantes, avril 2011. Une famille entière disparaît. Les volets sont clos. La boîte aux lettres déborde. Puis la police entre. 5 corps enterrés sous la terrasse. Un père introuvable. Un message étrange qui dit « Nous partons aux États-Unis dans le cadre d'un programme de protection des témoins. Voici l'une des plus grandes énigmes criminelles françaises du XXIe siècle, l'affaire Dupont de Ligonnès. La famille Dupont de Ligonnès est composée de Xavier, le père, cadre supérieur au chômage, Agnès, la mère, enseignante catholique, et leurs 4 enfants, Arthur, Thomas, Anne et Benoît. Ils vivent dans un quartier résidentiel calme de Nantes. Rien ne laisse présager le drame, sauf peut-être un certain mal-être économique et spirituel chez Xavier. Le 11 avril, les voisins s'inquiètent. Plus de signes de vie. La boîte aux lettres déborde. La police est alertée. Le 21 avril, la police découvre 5 corps sous la terrasse, soigneusement enveloppés dans des draps, accompagnés d'objets religieux et de crucifix. Ce sont Agnès et les 4 enfants. Mais Xavier, lui, est introuvable. Sa voiture a été repérée à Roquebrune-sur-Argent, dans le sud de la France. Il a été vu pour la dernière fois quittant un hôtel seul, le 15 avril. C'est le début d'une traque nationale, puis mondiale.
Entre le 1er et le 15 avril, Xavier envoie des lettres à ses proches. Il affirme travailler pour les services secrets américains et devoir fuir. Mais les enquêteurs découvrent des achats récents. Sacs de couchage, carabines, silencieux, sacs poubelles. Il a retiré de l'argent, fermé les comptes, tué ses enfants un par un dans la nuit. La cavale commence. Il dort dans des hôtels bon marché, visite des monastères, prie beaucoup. Et puis plus rien. Xavier est issu de la noblesse, catholique fervent, passionné de mysticisme et de science-fiction. Depuis des années, il écrit des lettres où il parle de fin du monde, de sacrifice, de mission divine. En échec professionnel, il s'endette, vit dans le mensonge. Il ne supporte pas de déchoir. L'hypothèse d'un suicide rituel ou d'une disparition volontaire s'impose. Les psys parlent de personnalité narcissique, paranoïaque, voire messianique. Des centaines de signalements en France, au Brésil, en Écosse, en Italie. En 2019, un homme est arrêté à l'aéroport de Glasgow. Ce n'est pas lui. La presse s'emballe. L'affaire fascine. On fouille des monastères, des grottes, des chemins de pèlerinage. Certains pensent qu'il est mort, d'autres qu'il vit caché à l'étranger. Les proches attendent toujours une réponse. Dans l'intimité, Agnès exprimait ses inquiétudes. Le couple battait de l'aile. Les enfants, brillants, semblaient vivre dans une bulle sous contrôle du père. Rien ne laissait présager un tel acte. Et pourtant, chaque geste de Xavier semble avoir été prémédité depuis des mois. Les tombes des enfants et de leur mère sont visitées régulièrement. Une croix reste vide. Xavier Dupont de Ligonnès est peut-être encore en vie. Ou peut-être pas. Ce mystère reste entier. Mais une chose est sûre, il a laissé derrière lui une trace indélébile, une famille aimante, anéantie, et une question sans fin. Pourquoi ?